Bonjour, première vidéo de la série Lewis et VSEPR en long, en large et en travers. Dans cette première vidéo, je vous propose une méthodologie d'écriture des schémas de Lewis, c'est-à-dire une technique qui permet de les écrire à partir d'un certain nombre de règles à respecter et on obtient nécessairement le ou les schémas de Lewis qui correspondent à la structure moléculaire. Alors, vous me direz peut-être, en chimie organique, je n'ai pas de problème et je suis capable de les écrire intuitivement, ce qui est vrai. Par contre, si je m'intéresse aux éléments du bloc P, si je prends par exemple la famille des halogènes avec le chlore, dans une structure carbonée, le chlore va être associé avec une simple liaison. Par contre, si je m'intéresse à la chimie du chlore est très riche, puisque j'ai beaucoup d'électrons, et je vais avoir énormément d'états d'oxydation, de -1 à +7. +7, Cl2O7. HClO4, l'acide perchlorique. L'acide chlorique, HClO3, etc., etc. Dans ce cas-là, c'est absolument plus du tout évident de les écrire intuitivement. Et la question existentielle, c'est combien j'ai d'insaturation et où je les positionne. Alors ça, c'est valable pour tous les éléments quasiment du bloc P. Si je prends la famille de l'azote, je vais aller des états -3, comme l'ammoniac, jusqu'à l'état +5 avec les nitrates. Donc, je vais avoir une multitude, de la même manière, d'états d'oxydation. Ensuite, pour les éléments qui sont plus bas dans la classification périodique, on observe aussi, en particulier le soufre, des environnements pour lesquels on n'a plus des environnements à 8, mais des environnements à 10 ou à 12, on parle d'hypervalence. Alors, ces situations sont également prises en compte dans la méthode, et on va pouvoir aussi écrire ces schémas de Lewis pour les structures hypervalentes de manière rationnelle. Alors, commençons par le début. Donc, les schémas de Lewis. Qu'est-ce que c'est que les schémas de Lewis? Ce sont des schémas qui précisent la localisation des électrons de valence pour une structure moléculaire. Alors, pourquoi uniquement les électrons de valence? Parce que c'est ceux qui participent aux réactions. Et la finalité du schéma de Lewis, c'est aussi d'avoir quelques informations sur les capacités réactives de la structure moléculaire. Donc, premier principe, relativement évident, mais il est utile de le rappeler, les électrons s'associent par paires. Alors, on a d'abord les paires liantes, c'est-à-dire les liaisons, proprement parlées, représentées par des barres, une barre signifiant 2 électrons mis en commun dans cette liaison, donc ça sous-entend évidemment une liaison covalente. Ensuite, j'ai également des paires ou doublés libres, c'est-à-dire qui ne participent pas aux liaisons, c'est également des barres, même système. Ensuite, je peux avoir des électrons célibataires pour les espèces radicalaires, dans ce cas-là, je vais avoir un point, tout simplement. Donc, premier principe, relativement évident. Ensuite, second principe, l'environnement électronique des atomes tend vers l'octet. L'octet, ça veut dire un environnement à 8. Donc, cette constatation a été faite très tôt et de manière totalement factuelle avant qu'on définisse ce que c'est que les orbitales atomiques et la structure électronique de l'atome. Donc, on doit cette observation en particulier à Abegg, qui a remarqué très rapidement qu'il y avait une différence entre les valences minimales et maximales, c'est-à-dire les états d'oxydation, qui est fréquemment égale à 8. Alors, voici Abegg, et je vous donne l'exemple dans le soufre, chimie du soufre. Si je prends l'état le plus réduit, c'est H2S, hydrogène sulfuré, -2. Si je prends l'état le plus oxydé, c'est l'acide sulfurique, du soufre +6. Et je vois que de -2 à +6, j'ai 8 pas électroniques, 8 pas d'oxydation. Donc, c'est sur cette base, sur cette observation, que l'on a généralisé un environnement à 8. Et c'est Lewis qui va le faire avec la règle de l'octet. Donc, l'environnement électronique d'un élément, ce qui va être sa tendance naturelle, c'est d'aller vers un environnement à 8. Donc, les structures que l'on va construire, les structures moléculaires stables, doivent vérifier pour chaque atome un environnement à 8. Alors, cette théorie, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'atome cubique de Lewis. Voilà, Lewis. Pourquoi un atome cubique? Tout simplement parce que sur un cube, j'ai 8 sommets. Donc, Lewis fait une analogie avec un élément et un cube. Et vous avez ici les 3 dessins originaux de l'ouvrage de Lewis, dans lequel vous trouvez la famille des alcalins, le lithium, famille des alcalinotéreux, le beryllium, famille du bore, famille du carbone, famille de l'azote, etc. Et vous connaissez très bien les valences. Pour les alcalins, famille des alcalins, le lithium, valence 1.
Deuxième colonne, alcalino-terreux, valence 2. Troisième colonne, famille du bore, valence 3. Ensuite, famille du carbone, valence 4, etc., etc. Donc, en fait, l'idée est de dire l'atome est cubique et en fonction de la famille, j'ai une capacité d'accrochage par des sommets qui est variable. Donc, je vais pouvoir accrocher des atomes, donc des cubes ensemble, soit par une position, soit par deux positions, et j'ai toute la notion là de liaison décrite à partir d'une structure cubique. Alors, ça a été publié en 1916 par Lewis dans son ouvrage « L'atome et la vie ». Donc, vous voyez que c'est bien antérieur aux théories de la structure atomique. Donc, aujourd'hui, cette règle de l'octet, elle apparaît totalement cohérente avec la structure électronique donnée par la mécanique quantique. Donc, si je reprends la structure des gaz rares, dernière colonne de la classification périodique, j'observe que pour la première famille, donc famille de l'hydrogène et de l'hélium, je ne vais pas avoir un environnement à 8, mais un environnement à 2. Donc là, je n'ai pas beaucoup d'éléments, j'ai que l'hydrogène, l'hélium étant par définition non réactif. Donc l'hydrogène, c'est la règle du duet, et l'hydrogène aura une seule liaison. Il ne peut pas faire mieux. Ensuite, j'ai les périodes 2 et 3 qui suivent, où là, on a effectivement un octet à 8. Donc c'est le gros de la troupe, je dirais, dans le bloc P. Donc effectivement un octet à 8. Par contre, quand je vais au-delà, donc les périodes 4 et 5, en théorie, si je regarde maintenant, j'ai S2, P6, donc qui me fait 8, mais maintenant, j'ai des orbitales D qui viennent s'insérer. Donc, j'ai à nouveau 10 électrons qui viennent s'insérer, donc ce qui donne un octet à 18. En pratique, on observe plutôt des octets à 10 et 12. C'est ce qu'on appelle l'hypervalence. Et puis, si je vais jusqu'à la 6e période, dans ce cas-là, c'est les terres rares, et là, je rajoute encore une sous-couche F avec 14 électrons. Donc, dans ce cas-là, on a des octets à 32. Bon, là, très honnêtement, l'écriture sur les terres rares est beaucoup plus délicate, et nous n'en parlerons pas dans nos exemples. Donc, les exceptions, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a certaines qu'il faut connaître. D'abord, la première, c'est la famille du bore. Pourquoi ? Parce que dans la famille du bore, j'ai que 6 électrons. Donc, je ne peux pas avoir un environnement à 8, ce n'est pas possible. Donc, les molécules classiques, c'est BH3 à LH3, ce sont des hydrures. Donc, vous les connaissez bien en général en chimie organique, on les appelle des acides de Lewis parce qu'en fait, ils ont un défaut d'électrons. Ils ont une lacune électronique et donc ils vont chercher les électrons. Donc, c'est un cas particulier, on n'aura pas vraiment à écrire de schéma de Lewis pour ces structures qui sont très simples. Exception 2, les composés à nombre impair d'électrons, donc les radicaux. Alors, vous allez dire, bon, les radicaux, soit j'ai foncièrement des radicaux intrinsèquement, mais je veux dire, ça c'est en chimie organique, on va écrire un point, mais dans les éléments du bloc P, par exemple, je peux prendre l'oxyde d'azote, monoxyde d'azote, composé très simple, qui est radicalaire, puisque j'ai un nombre impair d'électrons. Donc, c'est des choses à connaître. Et puis, l'exception 3, c'est l'hypervalence. Bon, exception, est-ce que c'est réellement une exception? Pas vraiment, c'est une exception, c'est un écart à la règle à 8, parce que tout simplement, maintenant, j'ai des sous-couches D et des sous-couches F. Donc, c'est tout à fait logique. Passons maintenant aux règles d'écriture pour les octets à 8, donc les plus courantes. Donc, d'abord, on calcule V, le nombre d'électrons de valence, à partir des structures électroniques connues, donc de la famille. Donc là, il faut connaître les familles et les structures électroniques. Et puis donc, de fait, l'appartenance de l'élément à une famille pour avoir sa structure. Ensuite, on calcule une grandeur A, qui est égale à 6 fois le nombre d'atomes ayant un octet à 8 plus 2. Donc, octet à 8, ça veut dire, par exemple, l'hydrogène, on ne le compte pas puisque c'est un octet à 2. Donc, on calcule A. Et l'intérêt de calculer A, c'est ensuite de calculer Q, qui est le taux d'insaturation. Alors, Q, qu'est-ce que c'est? C'est la différence entre A et V divisé par 2. Et en fait, Q, c'est le nombre d'insaturations directement, c'est-à-dire le nombre de liaisons. Est-ce que j'ai des liaisons simples ou multiples? Donc, Q peut être égal à 0, première possibilité. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on n'a besoin que de liaisons simples pour écrire une structure avec un octet à 8. Donc, un exemple, l'eau, très facile. Donc, je calcule V, donc j'ai 2 hydrogènes, donc 2 électrons. Ensuite, j'ai un oxygène, S2P4, donc 6 électrons, 6 et 2, 8. V égale 8. Donc, je dois avoir 4 barres sur la structure. A, je calcule A. Donc, ici, j'ai un seul élément avec un octet à 8, c'est l'oxygène, les 2 hydrogènes ayant des octets à 2. Donc, j'ai 6 plus 2, 8. Je vois ici que A égale B. Donc, je n'ai pas besoin de faire appel à des
liaisons multiples. Je vais pouvoir écrire un schéma de Lewis uniquement avec des liaisons simples. Ensuite, deuxième possibilité, donc Q égale 1. Dans ce cas-là, si Q égale 1, je vais devoir mettre en place une liaison double ou éventuellement un cycle, une structure cyclique. Donc, exemple 2, le carbonate, CO3-. Donc, quand je calcule V, j'ai le carbone, S2P2, 4 électrons. Ensuite, 3 oxygènes, S2P4 à 6 électrons, donc 3 fois 6. Et je n'oublie pas les 2 charges moins, plus 2. Et j'obtiens à partir de là un nombre V qui est égal à 24. Donc, j'ai 24 électrons à positionner. Donc, je calcule ensuite A. Donc, A égale, ici, j'ai 3 atomes d'oxygène, un atome de carbone avec un octet à 8. Donc, j'ai 6 fois 4 plus 2, 26. Donc, je vois ici que A est supérieur à B. Donc, si A est supérieur à B, A moins V sur 2, si je le calcule, ici est égal à 1. Ce qui signifie que pour écrire ce schéma de Lewis avec donc 24 électrons et un environnement à 8 pour tous les atomes, il faut nécessairement écrire une liaison multiple. Ensuite, je peux avoir Q égale 2. Donc, Q égale 2, ben, j'augmente le taux d'insaturation. Donc, ça peut être 2 liaisons doubles ou une triple, ou une double et un cycle, ou 2 cycles. Alors, d'où vient la formule A égale 6N8 plus 2? C'est sûrement la question que vous êtes en train de vous poser. Qu'est-ce que c'est que cette formule? Comment on l'explique? Eh bien, c'est tout simplement le nombre d'électrons nécessaires pour proposer des environnements à 8. Donc, prenons un élément isolé avec un environnement à 8. Donc, dans ce cas-là, évidemment, j'ai 8 électrons, 4 paires. Maintenant, je vais associer 2 éléments avec une liaison simple, dans la mise en commun de 2 électrons, et je vais décompter à nouveau les électrons. Ici, j'ai 14 électrons ou 7 paires. Si maintenant, j'en raccroche un troisième, toujours avec des liaisons simples, je vais trouver 20 électrons ou 10 paires. Donc, si vous prenez ces résultats et vous généralisez et que vous écrivez la grandeur 6n8 plus 2, vous pouvez vérifier que quand n égale 1, c'est le premier exemple, ça fait bien 1. Quand n égale 2, quand j'ai 2 atomes, le nombre d'électrons nécessaires, c'est 14. Et puis, si j'en mets 3, ben c'est 20. Donc, c'est de là que vient cette formule qui a été généralisée sous la forme 6n8 plus 2. Donc, règle d'écriture générale, suite, c'est-à-dire comment on met en place l'écriture. Donc, d'abord, les atomes d'hydrogène sont toujours en position terminale, puisqu'ils sont uniquement capables de faire une liaison simple. 2, l'atome central est le plus volumineux. Alors, cette règle 2, on la trouve formulée de différentes manières. Et ce qu'on peut trouver dans les ouvrages, c'est l'élément le moins électronégatif que l'on va mettre au centre. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, là, quand on énonce ça, c'est qu'on est dans la même période. C'est-à-dire qu'en fait, dans la même période, je vous rappelle que quand vous évoluez dans une période, vous ajoutez des électrons, mais vous ajoutez aussi des protons. Donc, l'attraction du nuage électronique vis-à-vis du noyau est beaucoup plus forte. Et même si je rajoute des électrons, le nuage est beaucoup plus focalisé sur le noyau. Et donc, j'ai un atome qui diminue quand j'évolue dans une période, en taille. Donc, quand je dis l'élément électronégatif, le moins électronégatif au centre, c'est bien dire c'est le plus volumineux. Donc, attention, parce que si j'ai, par exemple, l'hyperchlorate, ClO4-, là, dans ce cas-là, le moins électronégatif, c'est évidemment l'oxygène, mais on ne va pas mettre l'oxygène au centre, on mettra le chlore, parce que le chlore appartient à la période suivante. Donc, dans la période suivante, évidemment, le chlore est beaucoup plus gros que l'oxygène, c'est lui qui l'on mettra au centre. Donc, la règle 2, c'est surtout pour les structures, on va dire à partir de 4, c'est vraiment l'atome le plus volumineux au centre, et c'est très logique. Règle 3, ensuite, relier les atomes entre eux. On a défini le central, on met les autres en périphérie, on relie par les paires liantes, pour des structures linéaires ou cycliques, selon le choix que l'on a retenu. Ensuite, on positionne les paires, donc liantes ou double épi, c'est-à-dire si j'ai des liaisons multiples, donc je positionne mes liaisons multiples, que j'ai définies avec mon coefficient Q. En 5, je complète l'environnement à 8 de chaque atome avec des paires libres, ça c'est très facile. Et puis en 6, je vérifie, par sécurité, que mon nombre total de doublés est bien égal à V sur 2, pour être certain que j'ai bien le bon nombre d'électrons, mon système est cohérent. En 7,
je fais résonner là où les structures, c'est-à-dire les faire résonner, c'est faire de la mésomérie, hein, c'est-à-dire c'est déplacer, si j'ai des insaturations, les déplacer sur toutes les possibilités. Et on écrit alors ce qu'on appelle les hybrides de résonance. Et ensuite, on va faire un mélange de ces hybrides de résonance pour en déduire une distribution, on va dire, statistique des liaisons au niveau de la structure moléculaire. Donc, passons maintenant au premier exemple, l'anion carbonate, CO3-2-. Donc, on a déjà calculé V, on a trouvé 24, donc 12 bars. Ensuite, on calcule A, donc ici, 6 atomes avec des octets à 8, donc A égale 26. Donc, on a déjà dit que quand on calcule Q, on trouve 1. Donc, il y a la nécessité d'une liaison double ou d'un cycle. Alors, les cycles, j'en ai rien dit pour le moment. Les cycles à 3 et à 4 sont très tendus et donc sont très hauts en énergie et ne sont pas du tout favorisés. Donc, dans les cas de figure classiques, les structures cycliques, on n'a pas trop besoin d'aller les chercher. Il faut, disons, aller sur des structures moléculaires où vous avez pas mal d'atomes, où là, effectivement, la possibilité d'une structure cyclique stable existe. Hein. Je pense en particulier à la chimie du soufre. Donc, règles 2 et 3. Je définis d'abord la règle 1, c'est-à-dire l'atome central. Donc, l'atome central, on a dit le plus volumineux. Ici, je suis dans la même famille. Donc, évidemment, le carbone est beaucoup plus gros que l'oxygène, puisqu'il est avant dans la période. Donc, je mets le carbone au centre et je vais donc relier le carbone, règle 2 et 3, aux éléments, les autres éléments, c'est-à-dire les 3 oxygènes. Ça, c'est règle 2 et 3. Ensuite, règle 4, ici, on m'a dit une liaison double. Donc, je vais aller positionner cette liaison double, c'est-à-dire une des 3 liaisons carbone-oxygène est double, nécessairement. Règle 4. Ensuite, règle 5 et 6, je complète à 8 l'environnement de chaque atome. Donc, cet oxygène, il n'a que 2 électrons au niveau de la liaison, hein, ici. Donc, j'ai besoin de lui rajouter 6 électrons pour faire 8. Si je prends l'oxygène qui se trouve ici, il a 4 électrons au niveau de la liaison. Donc, j'ai besoin de lui rajouter à nouveau 4 électrons pour faire 8. Et puis, le dernier est du même type que le premier. Et puis, j'ai fini ma distribution. Donc, je vérifie que j'ai bien mes 12 barres. Donc, c'est parfaitement cohérent. Et ensuite, on a dit règle 7. Si c'est le cas, si c'est nécessaire, on fait résonner. Donc, faire résonner, c'est en fait ne pas figer, positionner la saturation sur une liaison carbone-oxygène spécifique, mais la distribuer sur toutes les possibilités. Et ici, j'en ai 3. C'est ce qu'on appelle les hybrides de résonance. Ensuite, bon, la structure cyclique, dans ce cas-là, je vous l'ai écrit, hein, pour vous montrer comment elle est. Évidemment, je n'ai plus besoin d'insaturation, parce que c'est le cycle qui compte pour l'insaturation. Donc, dans le cas du carbonate, elle n'existe pas, elle est excessivement énergétique, hein, le système est très tendu, donc elle est très haute en énergie, elle n'est pas stable du tout. Donc, la réalité, on va donc faire un mélange des 3 mésomères, que j'appelle ici 1, 2 et 3, et finalement, statistiquement, un anion carbonate, c'est 33% de 1, 33% de 2 et 33% de 3. Donc, la réalité expérimentale, puisqu'ensuite, il faut confronter ça à la réalité, ça, c'est notre prévisionnel. Donc, la réalité, donc, on va se tourner vers la spectroscopie infrarouge, parce qu'en fait, elle regarde les fréquences des vibrations. Donc, ici, sur le carbonate, on aura une seule fréquence, ce qui prouve qu'on a un seul vibrateur CO, et la fréquence sera intermédiaire entre un CO simple, liaison simple, et un CO carbonyle avec liaison double. Alors, en principe, on parle plutôt de longueur de liaison, puisque à partir des fréquences, on peut remonter à des longueurs de liaison, c'est-à-dire comme ça qu'on annonce les longueurs de liaison dans des molécules. Donc ici, la longueur de liaison CO dans le carbonate, j'ai une seule longueur de liaison, qui est à 129 picomètres, et qui est intermédiaire entre une liaison CO simple, 143 picomètres, donc beaucoup plus longue, et une liaison CO double à 122 picomètres, plus petite. Donc, je suis entre les deux. Donc, j'ai effectivement la loi statistique que j'ai déduite au-dessus, et on va trouver dans la littérature ce genre d'écriture, c'est-à-dire un carbone relié à 3 oxygènes de manière totalement symétrique, chacun ayant une liaison qui est intermédiaire entre une liaison simple et une liaison double. Donc, voilà ce qu'on peut écrire pour le carbonate. Donc, maintenant, examinons les informations qu'on peut tirer d'un schéma de Lewis, une information qui est
beaucoup utilisée. Bon, je ne suis pas sûr qu'elle soit très pertinente, mais c'est ce qu'on appelle les charges partielles ou formelles. Alors, qu'est-ce que c'est? Le principe, c'est en fait de couper les liaisons symétriquement, de redonner les électrons à chacun, et ensuite de compter l'environnement électronique et le comparer à celui de la classification périodique. Donc, en fait, c'est un système dans lequel on mesure un écart de charge, un écart d'environnement électronique par rapport à la classification. Donc, on va reprendre notre carbonate. Je vais prendre un des schémas de Lewis. Je vais couper symétriquement les liaisons pour redonner les électrons à chacun. Donc, je vais commencer à regarder le carbone qui est au centre. Donc, le carbone qui est au centre, si je coupe symétriquement, j'ai 1, 2, 3, 4 électrons. Donc, 4 électrons, je compare à la structure de base qui est S2P2, j'ai exactement la même chose. Donc, je vais dire qu'il n'y a pas de charge partielle sur le carbone. Charge partielle, 0. Ensuite, je vais m'intéresser à cet oxygène. Donc, cet oxygène, il y a ici 2 électrons. Et ici, j'ai 4 électrons. Donc, je trouve 6 électrons en tout. Donc, de la même manière, je compare à la structure de base, qui est S2P4, et j'ai exactement le même nombre d'électrons. Donc, je vais dire que cet oxygène a une charge partielle 0. Ensuite, les 2 autres oxygènes, le cas est un peu différent, puisque ici, si je fais à nouveau mon décompte, j'ai 1 électron et 6 électrons, donc j'ai 7 électrons. 7 électrons, c'est un électron de plus que la structure de base, qui est S2P4. Donc, dans ce cas-là, on va dire qu'on a une charge partielle. Alors, moi, je préfère écrire delta moins, il y a des auteurs qui écrivent une vraie charge, moins, sur chacun. C'est-à-dire ici, delta moins, delta moins. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la somme des charges partielles, dans une approche ionique, c'est-à-dire avec des vraies charges, ça me redonne la charge globale de la structure. Ici, le carbonate est 2 moins. Donc, la somme des charges partielles doit me redonner la charge. Donc, je rappelle que ce n'est pas vraiment des charges, puisque c'est un écart de charge par rapport à la configuration. Et donc, ce qu'on va trouver en fait comme écriture, l'écriture dont on a parlé tout à l'heure, on n'est pas obligé de marquer la charge, mais il y a un certain nombre d'auteurs qui le font. Et dans ce cas-là, on met la structure entre crochets et on reporte en haut en exposant la charge réelle pour le coup, puisque c'est un anion dont la charge réelle est 2 moins. Ça, ce n'est pas une vue de l'esprit, j'ai un anion de charge 2 moins. Donc voilà ce qu'on va trouver dans la littérature. Après, moi j'ai tendance à dire ce qui est écrit en bleu, on n'est pas obligé de l'écrire, parce que de toute façon, on sait qu'on a décompté tous les électrons, et globalement, le décompte fait 2 moins. Donc la structure est forcément 2 moins. Voilà. Alors, plus intéressant, c'est de se poser la question, est-ce qu'on peut retrouver le nombre d'oxydations? Le nombre d'oxydations en chimie organique, c'est essentiel, puisque ça nous permet d'écrire les couples redox, et puis ça nous permet ensuite d'écrire des schémas réactionnels équilibrés très facilement, sans se poser de questions, même avec des choses très compliquées, et surtout, ça nous permet de savoir qui fait quoi, c'est-à-dire qui s'oxyde et qui se réduit. Alors ici, j'ai choisi des structures simples, l'eau, et le peroxyde d'hydrogène. Donc, je vous rappelle que dans l'eau, comme dans le peroxyde d'hydrogène, l'hydrogène a un état d'oxydation plus 1. En général, on le pose. Et puis, pour l'oxygène, si on pose plus 1 pour l'hydrogène, évidemment, l'oxygène est moins 2. Donc, l'oxygène dans les oxydes est moins 2. Et puis, dans le peroxyde d'hydrogène, l'oxygène est moins 1, parce que j'ai 2 hydrogènes plus 1 et j'ai 2 oxygènes. Donc, c'est la caractéristique même des peroxydes. Donc, on va calculer le schéma de Lewis pour la molécule d'eau, même s'il est évident. Donc, V, ici, j'ai un oxygène à 6, 2 électrons, donc 8, donc je dois avoir 4 barres. Ensuite, je calcule A. Ici, j'ai un seul atome avec un octet à 8. Les hydrogènes ne comptent pas, donc 6 plus 2, 8. Donc maintenant, je calcule le nombre d'insaturations. Il est nul. Et donc, là, je vais écrire mon schéma de Lewis, et puis je vais faire mon calcul de charge partielle. Donc voilà le schéma de Lewis, classique, de doubler sur l'oxygène et de liaison OH. Donc, charge partielle, je coupe symétriquement. Donc, premier hydrogène, il a un électron, donc c'est l'hydrogène typique de base. L'oxygène ici, la 4 et 2, 6, donc c'est aussi un oxygène de base, donc pas de charge partielle. Et puis le dernier hydrogène est comme le premier. Donc attention, parce que ici, donc, la charge globale de l'eau est 0, ça on le savait, et il n'y a aucune charge partielle sur les différents éléments. Alors souvent, on m'a posé la question en me disant, mais oui, mais il y a un moment dipolaire. Attention, ça n'a aucun rapport avec le moment dipolaire. Qu'on soit bien d'accord, le moment dipolaire, c'est autre chose. C'est en fait que le barycentre des charges plus et des charges moins ne coïncident pas. Et pour avoir un moment dipolaire, il faut avoir une structure angulaire. Donc pour l'instant, on n'a pas parlé de tout ça. Donc ça n'a aucun rapport avec le moment dipolaire.
Alors, plutôt, beaucoup plus intéressant, les états d'oxydation. Alors, le principe est complètement différent, puisque les états d'oxydation, on est dans une approche ionique, et là, il va falloir se rappeler qui est le plus électronégatif. Ici, c'est l'oxygène. Et donc, on va dire que l'oxygène, là, on ne met plus en commun, l'oxygène prend tout, puisque c'est le plus électronégatif. Donc, on va redonner intégralement les électrons mis en commun dans une liaison à l'élément le plus électronégatif. Si je regarde les hydrogènes, donc ils ont perdu leur unique électron, donc on a bien de l'hydrogène plus 1. Et puis si je regarde l'oxygène, eh bien, il a les 4 électrons des deux doublés, plus les 2 fois 4 électrons des deux liaisons. Donc, il a 8 électrons. C'est-à-dire qu'il a 2 électrons de plus que dans la configuration standard, et donc il est bien moins doux. Donc, vous voyez qu'on peut retrouver les états d'oxydation et que c'est parfaitement cohérent avec le schéma de Lewis. Alors, regardons le peroxyde d'hydrogène. Donc, le peroxyde d'hydrogène, c'est la même structure que l'eau, mais j'ai inséré un oxygène dedans. Donc, j'ai une liaison oxygène-oxygène, typique des peroxydes. Donc, si j'applique la même formulation, eh bien, pour les oxygènes, je vais donc avoir ici les deux doublés, donc 4, 5, 6. Et ici, pour les deux électrons qui sont mis en commun, comme ils sont mis en commun, je vais couper symétriquement, puisque c'est symétrique. Donc, du coup, je vais avoir 7 électrons pour chacun de ces oxygènes, et donc des oxygènes moins 1, les hydrogènes étant toujours plus 1. Donc, vous voyez que c'est parfaitement cohérent, et on va retrouver les états d'oxydation des différents éléments. Donc maintenant, les cas limites, c'est l'hypervalence. Donc l'hypervalence, c'est des octets au-delà de 8. Donc, avec la structure électronique, normalement, on s'attend à 18. Bon, l'expérience montre que c'est plutôt entre 10 et 12. Ça, c'est les grands classiques. Donc, on a dans la famille de l'azote, par exemple, PF5. Donc, PF5, on a 5 liaisons phosphore-fluor. Donc, c'est évident que si j'ai 5 liaisons, j'ai 10 électrons. Donc, je ne peux pas écrire ça avec un octet à 8, c'est évident. Après, la question, c'est est-ce que j'ai des paires libres ou pas? Donc, ici, je n'en ai pas. Mais je peux avoir des structures, j'en propose un certain nombre, qui sont un peu des curiosités de laboratoire, mais qu'on sort toujours quand on a des questions un peu pertinentes sur les schémas de Lewis, qui sont les structures hypervalentes. Donc, octet à 10, octet à 12, une structure, la symétrique de PF5, dans laquelle j'ai de la même manière 6 liaisons phosphore-fluor. Donc, je vois bien que j'ai au minimum 12 électrons, puisque j'ai 6 liaisons. Alors, de la même manière, je peux avoir des structures avec des paires libres. Donc là, ce n'est pas du tout intuitif. Est-ce que j'ai des paires libres ou pas? Comment je le prévois, tout ça? Alors, la dernière, c'est dans la famille du carbone. C'est un composé de l'étain avec 6 chlores autour. Donc là, c'est pareil, on est nécessairement au minimum à 12, puisqu'on a 6 liaisons étain-chlore. Et donc, est-ce possible de faire un prévisionnel et de ne pas écrire ça un peu au petit bonheur la chance? La réponse est oui. C'est la formule de l'octet généralisé, dans lequel on étend le calcul de A aux octets à 10 et à 12. Donc, exemple, tout de suite, PCl5. Donc, je vais d'abord faire un calcul avec un octet à 8 pour vous montrer pourquoi ça ne marche pas. Donc, je vais calculer V, donc un phosphore S2P3, 5 électrons. Les chlores S2P5, 7 électrons, donc 5 fois 7, et j'obtiens 40 électrons. Si je fais le calcul du A avec des octets à 8 pour tout le monde, donc j'ai 6 atomes avec des octets à 8, je trouve 38. Et là, je vois qu'il y a un gros souci parce que A est plus petit que V. Donc j'ai un nombre d'insaturation, taux d'insaturation Q qui est négatif. Donc évidemment, ça ne fonctionne pas. Il y a un gros souci. Donc en fait, j'ai trop de liaisons par rapport au nombre d'électrons. Donc je vais corriger le tir en considérant un octet à 10. Donc le V, évidemment, ne change pas. Je recalcule mon A dans lequel je vais garder les chlores ici à un environnement donc à 8, donc 6 fois 5. Et puis je vais considérer le phosphore avec l'environnement à 10. Donc je vais rajouter plus 8. Et là, effectivement, je trouve 40, ce qui m'informe que je peux écrire très facilement une structure avec un octet à 10 et sans nécessité de liaison multiple. Donc vous voyez que vous avez la réponse à la question. Encore une fois, c'est rationnel. Deuxième exemple, un exemple avec un octet à 12 directement. Donc ici, le V est égal à 48. Et puis, si je calcule le A, maintenant, je ne rajoute pas 8 comme tout à l'heure, mais je rajoute 10. Et je trouve un A qui est égal à 48.
et A égale V. Donc, je peux encore une fois écrire une structure simple, uniquement avec des liaisons simples, et qui vérifie un octet à 12 avec tous les électrons pris en compte, y compris la charge que j'ai sur la structure. Donc voilà, ça termine cette première vidéo. J'espère vous avoir convaincu avec cette méthode qui vous permet de tout écrire sans vous poser de questions. Donc, dans la seconde vidéo, on va examiner comment de Lewis on passe à VSEPR, et puis on regardera un certain nombre de cas qui sont un petit peu litigieux. Voilà.